Bonjour et bienvenue au Female Guys Book Club. La vidéo que vous vous apprêtez à voir a été enregistrée lors de notre rencontre avec Douzy Bondo le 20 décembre 2024 à Lyon pour la sortie de son recueil de poésie Infrasum aux éditions Blast. On remercie le Mob Hotel qui rend ces événements possibles, ainsi que Marjorie Biawa qui a co-animé cette rencontre. Si vous voulez venir aux prochaines, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On te reçoit pour parler de ce recueil ce soir, mais on va pas du tout s'interdire de parler de ton essai. Avec plaisir. Et on avait très envie de te recevoir pour ce recueil parce que donc ce recueil consacré à la colère qui nous a vraiment beaucoup plu, beaucoup touché parce que cette émotion qui est souvent interdite aux femmes, tu en as fait un recueil de poésie et avec une manière d'écrire très tranchante et très vive qui fait que le format de poésie est pas du tout... tu l'utilises pas pour esthétiser cette émotion, mais au contraire, moi, en tant que lectrice, j'ai trouvé que ça la rendait d'autant plus vive et touchante. Et voilà, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc, on avait très envie de te recevoir pour parler de ce recueil ce soir. Donc, merci beaucoup d'être venue. Et donc, je vais commencer avec une première question qui est, c'est un recueil de poèmes sur la colère, donc une émotion qui est souvent interdite aux femmes, encore plus aux femmes noires. Il y a le stéréotype de la angry black woman. Est-ce que c'était important pour toi de revendiquer ce droit à la colère avec ce recueil? Déjà, Fruit de la colère en 2022, ça présageait une envie en tout cas d'extérioriser cette colère-là, sachant que dans Fruit de la colère, je prends le tournant tout autre. Je prends beaucoup de distance avec ma colère et la colère. Je l'analyse, je décortique, j'essaie de montrer à quel point c'est nécessaire, etc. Et avec Infrasum, c'est ce que je dis lors de la présentation de l'ouvrage, après Métacure, la question, donc au-delà même du droit, en fait, de la revendication, c'était après la phase de guérison, quand on se rend compte de tous les masques, de toutes les peaux qu'on a portées, de tous les poids qu'on porte sur soi en tant que personne multiminorisée. Mais il vient cette étape-là de lucidité et de colère envers soi déjà, et envers le monde ou les mondes, comme je dis. Et, et donc c'était important pour moi d'extérioriser cette colère, parce que littéralement, mon corps, mon foie, en a souffert de cette colère qui a été ravalée. J'ai somatisé beaucoup. Donc au-delà même du droit, c'était une nécessité, c'était vital pour qu'enfin, parce que les mots, clairement, moi, c'est quelque chose c'est un art, la poésie qui m'aide à survivre et surtout à vivre, enfin, j'espère, malgré le monde et l'état du monde. Donc, ouais, c'était déjà plus une nécessité qu'un droit. Moi, je vais faire le pont sur ce que tu as pu ressentir pendant l'écriture de tous tes ouvrages sur cette année. Moi, j'avais une question qui peut paraître un peu étrange, mais qui, pour moi, me semble essentielle. Comment vas-tu? Alors, pourquoi je pose cette question? C'est simple parce que en lisant notamment La charge raciale, en tant que femme noire, moi, je me suis dit, OK, je vais lire ce livre, je vais apprendre des choses que je connais déjà et je vais un peu devoir remettre les mains dans un cambouis que je tente d'oublier ou retravailler une poussière que je mets sous le tapis. Et ce que je trouve assez passionnant dans ce livre, c'est que non seulement tu arrives à expliquer, décortiquer de manière complètement sans affect en fait, tous les mécanismes que nous en tant que femmes racisées nous subissons au quotidien, mais en travaillant et en faisant en fait ce travail de décortiquage et surtout ce travail sémantique extrêmement précis, je pense qu'on prend conscience en fait des problèmes et de la gravité de la situation. Et je trouve que c'est déjà particulièrement courageux d'entrer dans cette démarche-là, mais je pense que ça a des affects en fait sur ton quotidien. Et quand je pense notamment à des femmes aussi comme Rokhaya Diallo qui portent un peu ce message et qui sont victimes de cyberharcèlement, de harcèlement quotidien, moi en tant que femme noire, je me pose souvent la question de me dire mais comment elles vont en fait? Comment elles vivent leur quotidien? Comment ça se passe mentalement pour elles au quotidien? Merci pour cette question qui est assez rare en général. OK.
Euh, disons que ce livre, La charge raciale, je l'ai écrit parce que j'étais déjà guérie, entre guillemets. Quand je dis guérie, c'est un bien grand mot. Voilà, j'ai passé quelques étapes en termes de santé mentale, de santé physique, de santé émotionnelle, etc. Je n'aurais pas pu écrire La charge raciale il y a 3 ans, par exemple. Donc ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il fallait, en fait, assumer ce que le livre faisait ressortir. Parce que, évidemment, qu'on connaît la charge raciale, d'instinct, on comprend que, d'accord, il y a un lien avec la charge mentale, mais il y a quelque chose de cet ordre-là de la racialisation, ce que subissent les personnes racisées. Et en même temps, aller déterrer l'actualité, être confronté sans cesse à cette lourdeur raciale-là, raciste, dans les médias, mais au quotidien, parce que plus on travaille un sujet, plus on ne voit que ça. Ça a été extrêmement dur, et pourtant, j'avais cette sensation-là de transcender un peu ma condition. Et c'est peut-être ça qui arrive. C'est peut-être ça que tu ressens dans le fait de dire il n'y avait pas beaucoup d'affect. Parce qu'il y en avait, Bien sûr. mais je me suis pas laissée déborder parce que c'était important pour moi de parler des affects, de politiser les affects, sans pour autant inclure de manière un peu exagérée ma propre personne, de raconter sans cesse le côté émotionnel, même si, parce que pour moi, c'était pas de la fiction, par exemple. Si c'était pas de la fiction, de la poésie, j'aurais pu me laisser aller. Et en même temps, par la langue, par le fait d'utiliser une langue qui est plutôt poétique, qui est pas forcément académique, sociologique, même si j'aurais pu, et ben c'était peut-être là aussi le chemin où je me laissais plus de liberté, je me laissais le temps de ressentir vraiment ce que j'écrivais. Donc c'était difficile dans le fait de recueillir les informations, de replonger, de faire appel à des souvenirs, etc. Mais en même temps, je me disais, mais ce livre, La chance raciale, personne l'a écrit en France. Non, ça c'est sûr. Je me sentais comme un peu en mission, et ça m'a fait tenir. En revanche, de manière globale, comment je vais? Je suis fatiguée comme tout le monde. Vraiment, c'est 2024. Je pense qu'on n'est pas prêt pour 2025. Parce que... Mais je suis fatiguée. Et pour autant, ce que je dis désormais, moi, je dis ça de manière un peu provoque, mais moi, je suis là pour venger mes ancêtres. Et derrière ce terme-là, des fois, ça fait un peu peur. Je sais que les gens sont, mais pourquoi la vengeance? Pourquoi la colère? Mais vraiment, cette vengeance-là, c'est déjà dans la reconnaissance de ce que je peux faire, des dons que j'ai eus. Connaître enfin l'écriture comme un moyen dangereux, en fait, de faire changer les choses. Ok. Et puis, à travers l'écriture, à travers les combats, évidemment, donc avec comme inspiration Rokhaya Diallo, Maboula Soumaoro et tant d'autres, ça me permet de tenir, parce que je ne suis pas seule. Les ancêtres, c'est des ancêtres qui sont de ma lignée, mais aussi de toutes ces femmes noires, de toutes ces personnes noires qui contribuent et qui ont contribué. Donc je ne me sens pas isolée malgré ma fatigue. Et c'est ça qui me fait tenir. Je suis pas un atome seul. En fait, ce que tu dis, c'est que le processus d'écriture, à la fois sur le livre, mais aussi sur tes essais, t'ont en fait transcendé, plutôt que mis dans un état de dépression ou un état de repli sur toi. Oui, parce que l'écriture, c'est une circulation. Au départ, c'est compliqué, parce qu'on est tout seul, toute seule devant sa feuille et tout, on essaie de combattre plein de choses. Et à partir du moment où le livre, il est là, je sais qu'il circule, je sais qu'il est réapproprié, je sais qu'il est réinterprété, et c'est ça qui fait tenir. Euh, En tout cas, en termes d'essai, parce que je sais que je mets quelque chose de ce que j'ai appris, en termes de partage, de vulgarisation aussi. Je me dis, voilà, ça c'est ma part, c'est ça qui me fait tenir. Et dans tout ton processus d'écriture, quelle a été la partie, donc soit recherche, soit délivrance de toi, qui t'a pour toi le plus marqué? Quel a été le moment dans tout ce que tu as pu écrire cette année, qui pour toi a été un peu peut-être aussi déclencheur d'autres choses? Qu'est-ce qui a été assez fondateur en fait pour toi? S'il y en a un. Euh, pour la charge raciale, c'était l'absence. Vraiment, littéralement l'absence. Je me suis posé la question, j'ai été patiente, et ça n'arrivait pas. Et moi, c'est la question vraiment autour du silence, de la silenciation qui m'obsède. Je me suis dit, ça dit quelque chose que dans notre propre camp politique, il n'y ait pas de chercheurs, de chercheuses qui s'emparent de cette question-là et qui
fasse le travail de rassembler, d'archiver. Parce que c'est ça ce qu'on fait à travers les livres. Donc, La- moi, l'absence. Pour toi, l'absence, ça veut dire qu'en fait, c'est un sujet qui n'existe pas, en fait. C'est comme ça que c'est ce que tu souhaites. Enfin, en fait, non, l'absence dit le tabou, au final. Parce ok, que oui, on bien sait que sûr. ça existe. On le vit tous les jours au quotidien. Bon, voilà. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est encore plus frontal, c'est encore plus brutal, quoi. Qu'est-ce qui fait que la charge mentale, il y a un écho mais médiatique, mais fulgurant, Oui, bien sûr. et la charge raciale, on y va à tâtons, quoi. Maboula Soumaoro, elle en parle en 2018, 2019. Quand je tombe sur ce concept-là, je me dis, mais oui, et c'est vraiment un vertige à ce moment-là. D'accord. Mais je me sens pas légitime parce que je ne suis que journaliste. Il faudrait que des chercheurs, des chercheuses s'en emparent. Puis les années passent, quoi. Là, je me dis, je vais faire ce travail-là justement parce que j'ai la possibilité d'être dans les deux mondes, à la fois en tant que formation en sociologie et journaliste, de pouvoir vulgariser certaines choses. Et l'absence, oui, ça a été un moteur, et le silence autour, et ce que ça dit de notre propre censure en tant que personne multiminorisée, qu'est-ce que ça dit de la silenciation qui vient de l'État et qui vient des structures, etc. Donc oui, c'était ça. Après, Métacure et la poésie, ça c'est... Je sais même pas si c'est... Je peux capturer en fait le moment où il fallait que ça s'écrive en fait. La poésie pour moi c'est vraiment le terrain, le lieu de tous les possibles, de la fuite, mais des retrouvailles aussi. Enfin je peux pas me dire quand est-ce que j'ai voulu écrire de la poésie depuis toujours. Sur la question du silence, tu dis que c'est aussi un outil de pouvoir. Est-ce que tu viens de nous expliquer en quoi ça peut être? Euh, Oui, en fait, moi, je suis une enfant du silence. Parce que pendant très longtemps, après avoir vécu au Congo une guerre civile dans les années 80, donc ouais, 97, et vu que la grille analytique de la psychologie, c'était pas forcément ce qu'on utilisait au Congo à cette époque, et ben on a fait comme on a pu. Mais moi, je me suis retrouvée quand même en tant qu'enfant très mutique, parce que trauma, etc. Et je pense que la question du silence, elle vient aussi de là. Parce qu'on est toujours travaillé, on est toujours ramené à des choses qui n'ont pas été forcément comprises, notamment dans l'enfance. Et, et en fait, plus je me détache, entre guillemets, de cette identité traumatique, et plus je me rends compte à quel point ça a été aussi une force. Parce qu'en tant qu'enfant, j'ai pu observer, j'ai pu écouter, mais les bêtises des adultes parfois, ce qu'ils disaient, et à quel point je devais me distancer parfois de ça. À quel point le monde, en fait, il y avait des cycles, des patterns, ce que les gens disaient, ce que les gens ne faisaient pas. Enfin voilà, j'ai pu observer le monde. Et donc, quand j'écris la charge raciale autour du silence, je me rends compte qu'on est tout le temps en train de nous demander de dire non, de parler, nuance. On a besoin de cette émotion-là, du sensationnalisme des personnes minorisées, opprimées. Voilà. Le majoritaire, le dominant, va demander à ce qu'on explique notre humanité, qu'on plaidoie, toujours, pour que ce soit enfin audible. Mais ce n'est que des paroles. La parole s'est libérée, déjà, bon, c'est qu'on écoute mieux, et encore, la parole a toujours été là. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être un corps opprimé qui parle? Je me pose ça comme question. Qui nous écoute vraiment? Est-ce que ce sont nos corps et toute la police autour des corps noirs, des corps racisés qui est en action quand on parle? Faut voir comment médiatiquement, dès qu'on nous laisse un peu d'espace, dès qu'on nous fait l'honneur de nous laisser l'espace, il faut que cette parole, elle soit hyper cadrée, hyper circonscrite, etc. Et je me dis, mais en fait, peut-être qu'on n'est pas obligé de jouer le jeu de la parole, de toujours dire, dire, dire sans cesse. Parce que plus on dit, moins on nous écoute. Moins on nous écoute. La parole des personnes noires, des mères qui sont éplorées parce qu'elles ont perdu des enfants à cause de crimes policiers, allez, ça tient 30 secondes au journal télévisé, et encore. Et puis, on est passé à autre chose. Et on s'inscrit dans une grammaire du silence et de la souffrance, parce qu'on est tout le temps silencié. Et donc, je me dis, bah, on peut sortir de ça, on peut choisir le silence comme pouvoir. Pas la silenciation. Le silence, quand on fait le choix du silence, ça fait peur. Ça fait peur à l'État. Parce que l'État,
l'État, souvent, va être très attentif au discours antiracistes, au discours antisexistes, et va washer, comme on dit, va se réapproprier nos paroles. Le capitalisme va se réapproprier nos paroles et va nous revendre une solution miracle pour se débarrasser de sa charge raciale. Comme si c'était un truc individuel et qu'il fallait qu'on bosse sur soi, alors que c'est un truc collectif. Moi, je me dis, mais je rêverais de ça, d'une, je sais pas, d'une assise, par exemple, antiraciste, avec toutes les luttes intersectionnelles, où on prendrait le temps et on dirait, voilà, on prend le temps de se retrouver, on arrête le bruit médiatique, on arrête les réactions à, parce qu'il y aura toujours des polémiques, il y aura toujours des problématiques, mais venez, on se retrouve, et on décide que sur 2 ans, on parle de tel sujet. On les inonde. On les inonde. Dans tous les lieux professionnels, artistiques, les champs que vous occupez, vous parlez de tel sujet. Dans 2 ans, on se retrouve. Mais ça demande une discipline politique qui est immense. Avec qui on accepte de collaborer, avec qui on accepte de faire alliance, pas forcément de converger, parce que la convergence des luttes, pour moi, voilà, c'est une utopie, mais stratégiquement, politiquement, comment? Et c'est ça pour moi la question du silence, comme la question de la colère aussi. La colère, elle est stratégique à partir du moment où on la canalise pour manifester quelque chose. Si on ressent que pour ressentir et qu'on est consumé par cette colère, on n'en fait rien. Et donc la question du silence, et je trouve qu'elle va très bien aussi. C'est pour ça que je parle d'infrasomme. C'est pas un somme qui est criard, c'est pas un volcan. C'est toujours à la limite de, voilà, ça. Je ressens de la colère, on ressent de la colère collectivement, mais on sait très bien que cette colère-là, elle appelle pas forcément une violence qui n'a pas de but. Elle va faire appel à une stratégie. Et le silence, c'est pareil. Et je sais que certaines personnes ont un peu du mal avec ça, qui ont du silence, parce qu'on nous apprend, voilà, être l'extraversion, c'est t'es là, tu dis des choses, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, le système, la manière dont il est construit, euh, nous détourne d'une parole qui est consacrée, qui évoque des choses. Et j'aime beaucoup ce que Olivier Marbeuf dit, quand il dit il faut euh, peut-être que le piège c'est la visibilité, quoi. D'être toujours survisible, peut-être que l'une des solutions c'est l'ombre. Mais c'est le rapport à la noirceur aussi. On est habitué en fait dans une société qui est très binaire à préférer la lumière à l'ombre parce que l'ombre a été maudite. La noirceur, la noirité est perçue comme mauvaise et ça dit beaucoup de notre manière dont on est colonisé aussi. Bon, là je fais tout un tableau, mais voilà, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, dans quel monde on est prêt à et comment on arrive à détourner en fait ce qui nous est imposé par la surparole, par la survisibilité, etc., etc. Justement, sur le terme de noirité que tu utilises, que tu revendiques, est-ce que bah voilà, tu veux nous expliquer pourquoi enfin, tu as un travail sur les termes qui est très précis, on imagine que ça t'a pris beaucoup de temps de choisir aussi les bons termes et que sans doute tes études de sociaux et ton côté sociologue, ça a fait que tu accordes une grande importance à choisir les bons mots. Et justement, ce mode de noirité que tu revendiques, moi, il m'intéresse beaucoup parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Mm. Oui, parce que on entend, je pense, enfin voilà, vous êtes habitué au terme blackness aussi qu'on entend souvent. Et moi, je me suis posé la question. Donc, c'est à la fin du livre où j'avais donc pas mal brossé la question de la charge raciale, du poids historique, interpersonnel, personnel qu'on vit, la silenciation, les traumas intergénérationnels. Enfin, et à un moment, chapitre 10, je me lâche un peu. Je me dis bon, allez, on va aller dans des questions un peu existentielles. Et je me dis, est-ce que c'est, quand on parle de blackness, de noirceur ou de noirité, est-ce qu'on traduit, est-ce qu'on trahit? Qu'est-ce que ça veut dire blackness? Blackness, pour les Afro-Américains, c'est à la fois la fierté, mais c'est aussi la noirceur, c'est aussi le black power. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est politique, c'est existentiel, etc. Mais moi, j'ai jamais entendu une personne dire oui, je suis fière de ma noirceur en France ou dans les pays francophones. On va parler parfois de négritude, mais c'est quand même un peu plus, de plus en plus désuet, quoi. On ne parle plus trop ce terme-là. Donc moi, je me pose la question.
Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir autant de mots pour dire une expérience qui est commune à pas mal de gens? Je parle de noirance, mais c'était un terme plutôt sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Donc je parle de la noirité, la noirceur, etc. Et en fait, je me mets en dialogue aussi, en conversation avec des chercheurs afro-pessimistes aux États-Unis, qui eux... Non, mais le terme, ça peut faire un peu peur. Le terme fait sourire, mais Oui. criant de vérité. Et oui, oui, clairement. En fait, les afro-pessimistes, au départ, c'était un groupe plutôt de non, pas de politiciens, d'économistes, de géopoliticiens, etc., qui parlaient pas mal de l'Afrique et qui disaient qu'en gros, ils étaient afro-pessimistes parce qu'il n'y aurait pas de développement en France. C'était clairement des hommes blancs de plus de 50 ans qui donnaient leur avis alors que la question du développement est imminemment coloniale, pour le coup, et donc qui disaient que l'Afrique n'avait pas de futur. Et ensuite, les Afro-Américains se sont réappropriés ce terme en disant « Nous, les Afro-pessimistes, on dit plutôt que la convergence des luttes est une utopie et que ça n'existe pas. » Pourquoi? Parce qu'ils montrent à quel point la race, et surtout la négrophobie, c'est la pierre angulaire, c'est la base même de la suprématie blanche et de la manière dont le monde tourne. L'ordre même de ce monde racial est fait sur les corps, les vies, les existences, le silence des personnes noires. Ok, il y a quelque chose. Et ces penseurs-là décrivent la noirceur, blackness, et en font toute une métaphysique hyper intéressante, où ils disent, à partir du moment où des millions, 10 millions de personnes ont été kidnappées de leur continent et ont été arrachées pour être déposées en tant qu'objets, littéralement, mais en fait, ça a changé la face du monde, et que c'était l'an zéro de la noirité, enfin en tout cas de la noirceur. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est impossible, ou quasi impossible pour eux, que le monde, qu'on fasse advenir un autre monde. Parce que ça voudrait dire renoncer à tout, à un ordre, et ça fait peur. C'est-à-dire, mais à quoi je renonce si je renonce justement à la négrophobie du monde? Et ils disent que la noirceur, c'est le néant social, qu'en fait, être une personne noire, ça convoque évidemment une condition noire qui est opprimée. Moi, je dis certes, c'est vrai, c'est une part de l'expérience noire. Et pourtant, où je suis née, au Congo, avant la colonisation, la question de la noirceur de ma couleur de peau n'était pas racialisée, c'est-à-dire qu'il y avait derrière, il n'y avait pas tous les stéréotypes qu'on connaît, tous les clichés, etc. Mais c'était quand même, c'était pensé, et c'était pensé métaphysiquement, parce que dans mes langues, par exemple, Mohindo en Lingala, ça veut dire foyer du soleil, et que donc mes ancêtres avaient déjà compris qu'un corps noir, comme en physique, quoi, contient de la chaleur. Et donc que le corps carbone, donc le corps noir, contient la chaleur du soleil, entre autres. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Et donc, quand je dis que la poésie, ça m'a aidé à écrire ce livre-là, c'est ça aussi, quoi. C'est pas seulement de la sociologie. Et donc, je me dis, et si on convoquait autre chose? Je dis pas que notre condition, c'est que de la positivité toxique, voilà, on est black and proud, black is beautiful, etc. Je dis non, non, non. Tenons ça, jouons avec la dualité, mais convoquant aussi quelque chose. Et donc, là, je tombe sur un article de Mame Fatou Niang, qui est une professeure française, mais qui vit aux États-Unis, et qui parle de noirité comme la qualité de l'être noir. Parce que pour elle, noirceur est trop emprunt, justement, de ce côté afro-pessimiste, qui le décrit de manière hyper négative et tout ça. Elle dit, mais noirité. En plus, ça sonne bien, je trouve, ça sonne beau, cette noirité. Et là, je me dis, mais oui, ah oui, mais oui, clairement, c'est ça qu'il faut investir. Ensuite, à la fin de l'ouvrage, du coup, c'est comme si au départ, j'étais conditionnée, c'était très dense, justement, ce poids de la race. Voilà, je pars de l'histoire, je pars du quotidien, je pars du couple, je pars de plein de choses. Et à la fin, ce que Fanon dit, on est tiraillé entre le néant et l'infini, quoi. C'est ça vers la fin du livre. J'ouvre vers l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire, la noirité?
Et là, c'est un peu plus poétique. Je pense que vous l'avez peut-être ressenti à la lecture. Et pour moi, la noirité, c'est ça, quoi. C'est justement, c'est faire le choix du silence, c'est faire le choix d'un amour de soi et d'être un atome qui est toujours lié à d'autres atomes pour faire une onde. C'est de créer des consciences noires, c'est-à-dire des personnes qui sont déconstruites sur notre histoire, mais de ne pas se rattacher à un passé qui serait idéalisé. Voilà, on aurait tout inventé et être un peu afrocentriste là, voilà, avec tous les mouvements qu'on connaît, et de convoquer, de ne pas avoir peur de sortir aussi de la vision hyper coloniale, hyper viriliste de ce que ça veut dire d'être activiste, engagé. Quand on est antiraciste, on a le droit de convoquer d'autres choses parce que les outils du maître, comme Audre Lorde le disait, ne nous serviront pas toujours. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de convoquer d'autres manières de faire? Artistiquement, existentiellement. Est-ce qu'on a le droit de convoquer nos ancêtres lors de manifestations, par exemple, et de lancer des sorts à Macron? Parce que franchement, il mérite. Est-ce qu'on a le droit? Voilà. En fait, voilà, se dire, mais se décaler, décentrer, en fait. Hein, Et donc, pour moi, c'est ça la noirité. Et on peut dire queerité, on peut parler d'asianité, d'arabité, mais convoquer la qualité de l'être qu'on a essayé de nous arracher au départ, à travers la colonisation, à travers. Et les systèmes d'oppression qu'on vit aussi maintenant, évidemment. Je voulais revenir, moi, sur quelque chose que tu expliques très bien et qui, pour moi aussi, est assez fondateur, je trouve, à la fois dans la compréhension de ce qu'est, de savoir en fait, ce qu'est être une femme noire dans notre société aujourd'hui, mais surtout aussi quelque chose qui aide aussi à vraiment rentrer dans la charge raciale, c'est les prémices de la discrimination, et notamment à travers le mythe de Cham. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu et expliquer un peu tout ça? Oui, ça va être un peu long, mais je vais essayer de faire court. Pourquoi je rentre dans cette histoire-là? Parce que j'aurais pu ne pas citer voilà, la question de Cham / Canaan dans les livres bibliques, les écritures bibliques. En gros, je veux montrer à quel point les mythes, des légendes, qu'on y croit ou pas, ça a quand même façonné la manière dont le monde perçoit certains individus, notamment les personnes noires. En gros, Cham voit la nudité de son père. Et c'est rapporté par le fait qu'il voit la nudité de son père et surtout, il le dit à ses frères. Et moi, je me rends compte à quel point, à partir du moment où Cham donc, voit réellement le patriarche, donc le dominant, la question du regard dans la charge raciale est hyper importante, et la question de la voix aussi. Et à partir de ces deux sens-là, Cham est maudit. Il devient l'étranger, l'autre. Pendant très longtemps, à plusieurs époques, en fait, il est parfois le sémite, il est, je sais plus comment il appelle, enfin, plein de noms. Mais il y a un moment où ça se cristallise autour du 11e, 12e siècle, où Cham devient le noir. Et donc, à travers les textes théologiques, les personnes noires sont des esclaves, les personnes esclaves sont des noirs. C'est plus FD. Enfin, il y a un truc qui se crée comme ça autour de l'esclave existentiel, on dit ontologique, mais ontologique, ça veut dire que, en gros, cette identité-là nous définit désormais. Voilà. Alors qu'on n'a rien demandé, ça définit notre être. Et donc, à partir de là, Cham, qui aura eu le toupet de voir le patriarche pour qui il était et de dire à sa communauté. Et en fait, je me rends compte que quand Webb Dubois, qui est un sociologue afro-américain, parle de double consciousness, donc c'est un peu de ce dont je suis en train de parler, de la charge raciale, il dit que la première fois il comprend qu'il est noir, c'est à travers le regard blanc, quoi, d'une jeune fille qui le regarde comme ça de travers dans la cour de récré. Mais qu'ensuite, il est saisi, il est sans voix. Et après, il y a un travail de déconstruction. Et les sens
l'essence, voilà, l'essence, le toucher, etc. Bon, j'en ai pas forcément parlé, mais en tout cas, le regard et la voix à travers Cham permettent ensuite de comprendre que les mythes, les lois ne sont pas seulement des lois matérielles, inscrites juridiquement, mais qu'il y a des lois implicites à travers la mythologie, notamment, et qui pèsent toujours sur nos vécus, quoi. Et ce que je trouve assez particulièrement impressionnant avec les mythes de Cham que tu expliques très bien dans la charge raciale, c'est que on a tendance à se dire que tous les stéréotypes et préjugés liés aux personnes noires ont été faits lors notamment aussi de la colonisation et qu'on a aussi théorisé un peu l'infériorité noire. Mais en fait, on peut se dire que c'était déjà foutu avant, quoi. C'est-à-dire que dès le 12e, 13e siècle, étant donné que on partait du principe que l'inférieur était noir, bah, en fait, c'était déjà terminé pour nous. Et que ça nous menait à une situation où bah, l'homme noir ou la femme noire allait toujours être considérée comme étant le moins bien dans la société. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tant que femme noire, on arrive aussi, bah, on arrive à être là et on arrive à être présente, mais on est obligé de faire face à cette charge pédagogique, notamment que tu parles, dont tu parles dans la charge raciale, mais aussi à cette hyper vigilance. Et moi, ce que j'ai trouvé particulièrement pertinent, déjà, c'est le choix de tes mots. Tu as arrivé à conscientiser, à vraiment à mettre des mots sur des choses que moi j'essaie d'expliquer dans mon entourage depuis des années. Charge pédagogique, par exemple, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer depuis des années en disant bah, je dois toujours expliquer que pourquoi il faut pas faire de blackface, pourquoi il faut pas se moquer des noirs. Et en fait, je lis ton livre et je vois que ça s'appelle la charge pédagogique. Donc je suis ravie pour les fêtes de Noël d'avoir ce terme-là. Ça va particulièrement me servir pour ma belle famille. Mais l'hypervigilance, je trouve ça super intéressant et super pertinent. Et toi, dans ton quotidien, je pense que tu le vis que tu le vis au quotidien. Mais comment t'en es arrivé à définir ça par ce terme-là? Enfin, quel a été ton chemin de pensée qui t'a amené à mettre ce terme-là sur ce sentiment-là? Moi, je m'intéresse beaucoup à ce que je dis, c'est que la charge raciale, c'est un problème psychopolitique. Et donc, dans psychopolitique, il y a psycho. Et donc, forcément, je me suis, en fait, beaucoup intéressée dans le chemin qu'est ma vie, à ce que ça veut dire, en fait, le trauma, d'être une personne traumatisée. Et on n'en parle pas assez, mais le racisme, c'est un traumatique quotidien, quoi. On a eu des livres qui parlaient du trauma colonial, en effet, et qui laissent des traces, notamment la période de la guerre d'Algérie. Mais le racisme, c'est une question de santé, à la fois physique et mentale, donc psychopolitique, de fait. Et donc, en général, les personnes traumatisées, polytraumatisées, sont en hypervigilance, qu'elles en aient conscience ou pas. Et donc, ça me semblait tellement limpide qu'il fallait utiliser, à mon sens, utiliser ces termes-là très forts. Je parle de dissociation, je parle d'hypervigilance, de névrose raciale aussi. Je parle du fait que on somatise à cause du racisme. Et je me suis rendu compte à quel point, dans les médias, le fait d'avoir introduit la part vicariante, donc quand on parle de racisme vicariant aussi, c'est le fait de vivre le racisme en général. Bah, déjà, ça pèse sur notre santé, donc ça crée des maladies. Mais le fait de savoir aussi que des personnes qui nous ressemblent peuvent être victimes de syndrome méditerranéen, c'est-à-dire le fait d'être pas cru voilà, quand on est malade, quand on est une personne racisée à l'hôpital, le fait d'être victime de crimes policiers, ça impacte aussi notre santé mentale et même notre santé physique. Et là, les médias, tout d'un coup, se sont dit, ah voilà, il y a quelque chose de palpable, parce que quand on parlait comme ça, on dénonçait, pour eux, c'était très abstrait. Oui, bon, c'est encore des gens qui se plaignent, c'est toujours les mêmes personnes, victimisation, etc. Et la question de la santé, là, ça a pris. Je dis, il en faut beaucoup. C'est comme s'il fallait que nos corps ploient littéralement sous la souffrance et la douleur pour qu'enfin on comprenne que, ah non, mais ok, c'est en 2020 que les États-Unis ont reconnu que le racisme était une affaire de santé publique, mais ça fait, je sais pas depuis combien d'années qu'on le dit, quoi. Et donc, oui, le terme d'hypervigilance, il suffit de s'écouter soi, de voir autour de soi pour comprendre que on a des réflexes. Ces stratégies d'adaptation, là dont je parle de la charge raciale, ce sont des mécanismes de survie. Et qui dit mécanisme,
de survie, de surcroît, dit qu'on porte des masques et qu'on n'est pas tout à fait soi. Et donc, plus on porte des masques, moins on a accès à qui on est, parce qu'on est en dissociation, et à un moment, ça craque. À un moment, cette hypervigilance-là, elle peut se transformer en des choses bien plus graves. Et donc, oui, là, je cite une psychologue qui est donc d'origine congolaise. Franchement, le Congo, merci. D'origine congolaise qui vit en Angleterre maintenant et qui a écrit justement La vie en noir, a écrit un livre qui s'appelle La vie en noir, où en tant que psychologue clinicienne, elle détaille vraiment ce que ça veut dire être en hypervigilance, etc. Voilà, d'où je tire ce terme et oui. Dans ton recueil de poésie, tu parles aussi du corps, tu parles de la maladie chronique, de la douleur. Enfin, c'est aussi un thème qui est assez présent dans Infrasem. On t'a pas demandé avant de commencer d'ailleurs si à un moment tu aurais envie de lire. Ouais, tu veux bien? Oh, trop bien. Maintenant ou plus tard? Ouais. Go. Moi, mon petit préféré, c'est RAF. RAF. J'en ai rien à foutre de la question sociale. J'en ai rien à foutre de la question raciale. Je me demande seulement comment les désosser de ma chère société, l'héritage de mon ADN poubelle. À l'ombre des baobabs, l'éclat des ancêtres rugit derrière mes enclos. Occupé à reconstruire un monde que je hais, le défaire me fait des nœuds aux os. L'illusion de l'action directe, ils disent, la violence est-elle nécessaire? Qui a encore le temps pour cette question de bolos, je wanda, à quelle heure notre violence? C'est dans cette brèche que je veux combattre, perdre le sens de la mesure, des équilibres imposés. J'idéalise pas grand-chose, juste le monde en pratique, les luttes pauvres, noires et rouges font par vous, pour nous. Comment s'autodéfendre? Poser des bombes avec mes mots, comment tuer le flic, suicider le bourgeois en moi? Comment ça va? On est là, hein? Boulet de canon scié ma tempe trouée de souvenirs. L'amour des bas-fonds, mes bidonvilles, les spectres des révoltés hantent. Les communes, le béton, mes draps de ta rage dont sont tissés mes rêves. Ça pue encore le venin, j'y peux rien, la rumeur de ta libération est proche. C'est une enveloppe qui fait tout craindre. Le soulèvement des divinités de la rue, les éclopés, les putes, les barbares en naïveté, les klaxons, d'Embrasas et la cacophonie, en résistance des gilets noirs, colère dans Mollard, poussiéreux d'espoir. Merci beaucoup. Si. Tu t'amuses beaucoup avec les mots valises, le franglais. Donc, je vais poser une question qui est méga bateau, mais d'où ça te vient ce goût-là pour la poésie, pour les jeux de mots? Comment tu as commencé à en écrire? Alors, je peux faire deux réponses. La réponse hyper bateau, genre... oui, parce que finalement, la poésie se voit dans toutes les choses, vous savez. La déconstruction de la langue. Non, mais en vrai, moi, j'aime bien m'amuser quand j'écris. Et je sais que j'ai un humour un peu pourri. Et les jeux de mots, bah, c'est des choses qui arrivent, je me dis, allez, douce, vas-y, c'est le seul espace où tu peux le faire sans honte. Du coup, je balance des trucs comme ça et les éditoristes ne disent rien pour l'instant, donc ça me va. Après, oui, pour le fait de décortiquer, de mettre des cassures dans les mots et tout, ce que je dis toujours, c'est que on se rend pas compte à quel point vraiment le cœur, les battements de notre cœur, c'est vraiment la première mélodie. Et sans le faire exprès, on m'a souvent dit, ah mais oui, mais des fois t'écris comme si tu slamais ou tu rappais mais c'est parce que quand tu suis les battements de ce cœur-là, il y a toujours un moment où tu peux jouer avec les cassures, où c'est comme si ton corps réagissait, et même dans l'écriture, je sens toujours ce moment-là où tu casses, et du coup ça crée le rythme, la cassure. Et j'aime bien manifester ce que j'entends à travers les battements du cœur, ou de pouvoir invoquer un truc un peu circulaire comme ça, où t'arrives pas à reprendre ton souffle. Et ça, je trouve que ça aide. Et il y a certains mots, euh, oui, qui vont forcément convoquer ça. Après, je réfléchis pas trop. Il y a des choses,
que je vais les retravailler ensuite. Certains mots, essayer de changer. Mais j'aime bien quand c'est intuitif comme ça et que c'est un peu insolent. J'aime bien quand ça sonne. Après, j'ai plusieurs écritures, je pense. Il y a des fois où ça peut paraître un peu très étudié. Et il y en a où, je sais pas, ça sort comme ça sort. Il y a des expressions. Voilà, je m'interdis rien pour l'instant. Et comment tu travailles avec Blast? Du coup, c'est le deuxième recueil que tu sors chez eux. Et on sent que dans la mise en page, notamment, tu as beaucoup de liberté, j'ai l'impression. Ils te laissent carte blanche. Ouais. Oui, pour ça, vraiment, c'est littéralement, c'est un jeu, quoi. L'écriture, la poésie, puisque l'essai, donc clairement, c'est codifié. Le roman aussi, c'est un peu pour moi le mélange entre l'espace créatif qui est la poésie et l'espace académique qui est l'essai. Et vraiment, la poésie, c'est le jeu. Et je me dis souvent, en fait, on a le droit, on, on s'empêche beaucoup en tant que créatif, artiste, de laisser les autres nous voir essayer, tenter des choses. Je me dis, c'est maintenant, sous les radars, là. Je fais n'importe quoi et tout, c'est pas grave. D'où se fait. Enfin, ce serait dommage de regretter, quoi. Donc oui, elles sont très ouvertes par rapport à ça. Et ça s'est toujours bien passé à ce niveau-là. Enfin, et tant mieux parce que je me rends compte qu'à partir de Métacure, j'avais pas cette idée de recueil. C'était vraiment des choses que je compilais. Infrasum, j'avais cette idée de recueil et de thématique. Donc l'écriture, elle évolue aussi. Et c'est bien d'avoir des preuves comme ça de d'où on se situe année après année dans son écriture. C'est chouette. Dans justement ce recueil, le sous-titre, c'est une poésie fâchée avec tout le monde. Est-ce que tu es aussi fâchée avec toi-même? Oui, quand je l'ai écrit, j'étais beaucoup fâchée avec moi-même. Euh, je me suis rendu compte que justement les masques, le fait de pas savoir dire non, ça aurait pu, ça m'a coûté beaucoup, mais ça aurait pu me coûter encore pire. Et le fait de m'être menti à moi-même en me disant être une personne forte, tout contrôler, tout gérer, mais au final laisser les autres abuser de ça, de moi, de la personne que j'étais, de la naïveté que je pouvais porter en moi, etc. Euh, oui, je me suis dit, mais de quel droit oses-tu ne pas te connaître et ne pas exiger le respect? Qui es-tu pour te laisser berner par tes propres mensonges, etc. Enfin, c'était vraiment un tourbillon et ouais, j'ai été vraiment en colère. Et je me suis souvenue aussi que cette colère-là, j'avais tendance à beaucoup la canaliser et la rationaliser. Parce que c'est ça, quand en fait on est victime d'un trauma, peu importe lequel, le rapport aux émotions très brusque fait très peur. Et donc forcément, on a un rapport qui est très biaisé à notre propre corps et nos émotions. Et donc, d'où ce foie-là malade, d'où ce foie qui somatisait avec les calculs, les machins, les trucs. Et une fois de plus, je me suis dit, comment t'as pas pu le voir? Ton corps t'alertait. Qu'est-ce qui faisait que tu devais absolument te protéger et ne pas le voir? De quoi avais-tu peur? Ça, c'était hyper, hyper dur de me l'avouer. Et puis après, j'ai aussi accepté le fait que je ne changerais jamais vraiment. Et donc, j'ai fait le deuil de la personne que je pensais devenir quand j'étais plus jeune et enfant. Ça aussi, c'est dur. Moi, pour moi, j'étais une star, hein. Mais je me voyais star quand j'étais enfant. Et donc, j'ai fait ce deuil-là à travers l'écriture, mais pas que, vraiment, même autour de moi, en fait, poser des questions sur comment les gens me perçoivent, les amis me perçoivent, des questions pas faciles, parce que tout d'un coup, tu deviens obsédé par toi-même, mais c'est pas une obsession qui est narcissique, c'est une obsession de est-ce que j'ai un miroir déformant par rapport à moi-même? Est-ce qu'il faut que j'ai un... Voilà.
Et donc tout ça, ça a été un travail après aussi l'écriture. Et depuis, non, ça va mieux. Ah, ça va largement mieux. Et je sens désormais que c'est une colère envers moi-même qui est de l'ordre du quotidien, quoi. Des fois, on fait n'importe quoi, et puis, mais c'est jamais plus une auto-flagellation comme avant où l'exigence envers soi-même, c'était trop, c'était inscrit dans quelque chose de malsain, en fait, clairement. Tu revendiques une identité queer. En quoi c'est encore plus difficile de revendiquer une identité pareille en étant racisé? Parce qu'on est toujours... c'est comme si on marchait au-dessus d'un précipice et que de l'autre côté, on nous disait viens, viens, mais pas trop comme tu es, parce que t'es un peu trop noir dans ta manière d'être. Pour être queer, il faut être ceci, cela, c'est-à-dire adhérer à une certaine vision de la queerité blanche, subversive, avec des codes soi-disant masculins, parce que quand t'es une meuf trop féminine, et ben t'es pas prise au sérieux, on te voit pas en tant que personne queer. Et en même temps, parce que je suis noire, foncé de peau, on va attendre de moi dans un couple, dans une relation, d'être la personne masque, puisqu'on projette l'hyper-masculinité chez les femmes noires. Enfin, dans ma propre communauté, derrière, on me dit non, mais ton rôle, c'est une phase. Ton rôle, c'est en gros de préserver la famille noire et la bonne morale chrétienne ou je sais pas trop quoi. Et en fait, tu fais le choix de rester au milieu, de contempler le vide là et de regarder les oiseaux, de te dire mais peut-être que ma place, en fait, c'est un espace justement où je peux recréer ce que ça veut dire être queer. Et est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, que tu as trouvé une place? Bah ouais, je la crée, hein. Ah ouais, je la crée. Euh, Parce que même le terme queer en lui-même, même, je me dis, bon, parce qu'il faut des mots pour créer la réalité. Mais le terme queer, c'est très occidental. Moi, j'essaie de retrouver d'autres mots, comme je l'ai fait avec la noirité, sur les questions queer, quoi, en tant que personne noire, née en Afrique de surcroît. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé ce qui me définit, si vraiment il faut se définir. Et donc, ouais, non, j'essaie de créer. Évidemment, je suis pas la seule, hein. Je suis avec des personnes noires avec qui justement, on interroge tout ça tout le temps. On est toujours dans un truc de fuite. Comment on arrive à un moment, ok, on se définit queer, afro-queer, et en fait, le lendemain, ah non, mais en fait, il y a d'autres nuances et qui permettent de comprendre une autre réalité de ce qu'on vit. Euh, et là, il y a quelque chose qui m'obsède désormais, c'est je dis souvent comment la noirceur, c'est un genre à part entière. Et, et on m'accuse de vouloir hiérarchiser les oppressions en disant mais non, mais le genre, ça a aussi son importance. Mais moi, je dis juste que ma noirceur me précède. Quand on voit d'abord un corps noir. Et c'est pour ça qu'on m'hypersexualise ensuite en tant que femme. On voit pas que je suis le genre faible, le sexe faible. Non, non. On voit d'abord un corps noir, donc on va projeter tout ce qu'il y a de négrophobe. Et parce que je suis une femme noire, donc là l'intersectionnalité intervient, et ben je vais subir de la misogynie noire. Mais c'est la race, c'est cette couleur de peau qui crée cette intersectionnalité-là. Donc ma race, elle me précède. Quand on me voit, on ne se dit pas, tiens, cette personne peut être une personne queer. Parce que on est toujours hyper sexualisé, genre homme noir ou femme noire. Et donc on est toujours dans l'hétérosexualité. Nos corps sont perçus comme hyper hétérosexuels. Parce que ils peuvent servir ce que la suprématie blanche attend de nous, de ces corps-là. Corps véables, toujours des corps qui soignent, qui prennent soin, des bébés de bourgeoises qui vont manifester ensuite dans la rue pour le droit des femmes et qui... Enfin, voilà, bref. Je veux pas me faire d'ennemis. Mais ouais, donc la question des corps, enfin... Et du coup, la noirceur, pour moi, c'est un genre à part entière. Et les afro-pessimistes, ils essaient, même s'il y a des tares aussi de leur côté, justement, les masculinistes noirs, personne n'est parfait, on sait très bien d'où ils se positionnent aussi.
Mais il y a des choses hyper intéressantes sur cette question du genre et de la noirceur que j'aimerais creuser. Alors, ce que tu dis m'amène à 2 questions. La première, c'est, comment a été accueilli, ton essai et ton livre? Est-ce que tu as été victime, de campagnes d'harcèlement, de cyberharcèlement? Est-ce qu'il s'est passé des choses pas sympas ou au contraire, est-ce que, ça a été, quelque chose de révélateur pour, plein de gens? Donc déjà, c'était, ma première question et la deuxième, je pense que c'est une question encore un peu plus, large, c'est est-ce que c'est pas vraiment ça le pouvoir, en fait, d'être quand on est noir? C'est de pas forcément s'identifier à une certaine classe ou à une certaine famille et d'avancer, en fait, en tant que, noir, d'avancer dans sa noirceur et de créer, en fait, sa propre identité ou sa propre famille. Pour la première question, ce qui est cool, c'est que quand on est un peu neurospicy, pour le dire gentiment, c'est qu'on oublie plein de choses. Donc, moi, avec mon TDAH, là, il y a des choses qui sont arrivées. Mais vraiment, comme je dis, le fait d'avoir écrit ce livre, ça a été comme la conséquence d'un travail où j'étais D'accord. prête. Je savais ce qui allait arriver. J'étais prête à ce que les gens utilisent plein de choses par rapport à ce qu'ils voyaient de moi, femme, noire, etc., pour essayer de décrédibiliser ce que je disais. Donc, j'étais prête, j'étais entourée. Il y a des choses qui continuent à se dire. Je sais que ce livre-là va toucher des personnes qui en ont besoin pour mettre des mots dessus, sur des réalités dont des fois on saisit pas totalement le sens. Il est dans des bibliothèques désormais. Il dit là, mais le travail est accompli, que ce soit à Montréal, que ce soit en France, que ce soit au Maroc, il a fait son chemin. Et pour ça, comme je dis, c'est bien plus grand que moi. Donc le reste. Et enfin, là, donc ta deuxième question, à la fois, comme je disais, on a besoin d'individuation en tant que personne noire, parce on nous a dénié un jeu. Donc oui, je trouve ça essentiel de parler à la première personne, de se construire, de revendiquer cette singularité-là en tant que personne noire, puisqu'on nous met toujours dans un bloc monolithique. Et à la fois, moi, je me méfie toujours aussi en fait, la frontière entre l'héroïsation, la starification, euh, et voilà, le pendant un peu néolibéral, quoi. Il nous faut un symbole, il nous faut une personne qui va représenter la communauté, qui va représenter une lutte. Mais parce que les symboles sont plus faciles à abattre. Et donc le système se nourrit toujours, adore les symboles. Parce qu'à partir du moment où tu fais une erreur, une virgule mal placée, on t'abat, on passe à autre chose. Donc, oui, tracer son chemin, sa voie, mais jamais seul, hein. Toujours accompagné. Mais ce que tu dis sur les symboles est extrêmement intéressant parce que voilà, tu dis voilà, on cherche à avoir des symboles et surtout pour les abattre. Et notamment, on le voit aujourd'hui dans les médias où on demande une respectabilité quasi parfaite des personnalités de gauche, alors que des personnalités de droite aujourd'hui peuvent faire tout et n'importe quoi. On partira du principe que c'est pas grave. Mais dans le combat lié aux personnes racisées, donc ici noires, euh, est-ce que une starification de la starification et surtout la personnification de ces combats-là n'est pas nécessaire tant l'intériorisation de l'infériorité noire est présente et c'est ce que tu expliques très bien dans ton livre où en fait même la personne noire va se lever le matin en pensant qu'elle est inférieure et va aussi considérer que les autres noirs autour d'elle sont inférieurs et vraiment ce sentiment d'infériorité là qu'on a digéré, qu'on a ingéré depuis notre temps d'enfance est tellement important que pour pouvoir se sortir de ça, pour pouvoir du coup comprendre le pouvoir qu'on a d'être hyper vigilant, de pouvoir manier différentes cultures et d'être performant, de travailler 2, 3, 4 fois mieux que les autres pour pouvoir arriver à un bon résultat. N'avons-nous pas besoin, donc là on parle des Noirs, mais c'était aussi toutes les autres minorités, quelles qu'elles soient,
n'ont-elles pas besoin d'éclaireurs, en fait, de personnes qui leur montrent que, en fait, la société dans laquelle elles vivent complètement est à leur défaveur, que les dés sont pipés dès le début. Et n'avons-nous pas besoin de personnes comme toi aussi qui prennent des risques, qui aussi ont cette charge mentale-là pour aller éclairer et créer cette génération de nouveaux noirs, femmes, queer, puissantes? Oui, bien sûr, on en a besoin. Et ce que je dis, c'est que donc on a beaucoup critiqué, et moi aussi, hein, je m'inclus dedans, la question de la représentation, de la visibilité, comme si en fait le fait d'être représenté tout de suite, ça changeait la donne. On se retrouvait enfin accepté, inclus, aimé par la France, alors que on se voit bien que cette politique de la représentation a des limites. En revanche, ce que je dis aussi, oui, dans le livre, c'est que pour des personnes à qui on a nié la subjectivité, le fait d'avoir possession littéralement de son corps, de sa propre vie, de sa famille, de transmettre des choses, de cultiver un jardin intérieur, etc., c'est éminemment important. Évidemment. Et que quand on dit oui, mais en fait, pourquoi on est tout le temps pour les personnes noires dans les disciplines de l'humour, du sport, on nous accepte que dans les champs artistiques, etc. Oui, on est parqué, donc ça c'est à critiquer, parce que c'est comme si nos voix ne servaient que pour divertir. Mais il faut se poser la question de pourquoi aussi on a cette facilité-là, nous, à aller dans ces champs-là où le corps, la corporalité ou la subjectivité sont hyper importants, parce que c'est des manières de guérir. Tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on a en termes d'infériorisation, d'aliénation, etc. Après, des fois, les expressions, certains humoristes, que je ne vais pas citer de nom, mais rentrent dans le jeu même de ceux qui les oppriment. Voilà, avec des blagues racistes envers sa propre communauté. Enfin voilà, il y a des choses qui sont clairement à revoir. Donc, mais qu'on investisse ces champs-là, comme tu dis, je pense que oui, c'est important pour nous. En revanche, ce que je dis, c'est dommage, en tant qu'éclaireur, éclaireuse, d'arriver et de ne se croire, de se penser comme la seule personne, l'unique à pouvoir porter le poids de la noirité, le poids de la noirceur, de la crudité, etc. Au lieu de regarder autour de ça en disant, tiens, mais attends, mais là, on a une petite communauté, là, on a une petite communauté, un petit comité, là, de personnes qui sont au sommet, si bon, l'image, en tout cas, qui ont réussi quelque chose. Mais venez, on se lie. Venez, on crée quelque chose pour les personnes qui vont arriver après, la nouvelle génération. Parce que la question de la transmission, on a l'impression d'inventer l'autre à chaque fois, en fait. Chaque génération, on regarde des Awatiam qui ont écrit sur les négresses, je ne sais plus le titre, qui a été édité chez Divergence. Elle parle clairement de la condition afroféministe, mais il a fallu je ne sais pas combien d'années pour qu'elle soit éditée, rééditée en France. Quel temps n'avons-nous pas perdu en termes de transmission? Et donc, quand on a du pouvoir, quand on arrive dans ces cercles-là, où notre voix, notre subjectivité est perçue comme... en tout cas, voilà, qui peut avoir voix, quel que soit dans quel espace que ce soit, et ben là, notre conscience politique, et plus seulement notre subjectivité, notre conscience politique doit nous alarmer. Disons, ok, très bien, là je suis invitée, je suis acceptée, mais à qui ça sert que je ne sois que la seule personne dans cette salle? Pourquoi il n'y a pas d'autres personnes comme moi, en fait? Pourquoi notre nombre fait peur? Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ce nombre-là soit présent dans les salles décisionnaires, dans les manières de créer et de transmettre? Rokhaya Diallo qui a créé une école pour la parole médiatique, pour entraîner des personnes. Assa Traoré qui a créé là, une sorte de collectif de génération leader. Enfin, voilà, on voit bien en plus les femmes noires qui sont au front et qui ont cette conscience. Oui, je suis un jeu, mais je ne suis rien sans l'héritage, la transmission, sans la reconnaissance en fait de mes pères, des personnes qui sont arrivées avant moi. Et c'est toujours, moi, en fait, unir la dualité, ce qui semble binaire, ce qui semble duel, ça c'est ce que l'État, la suprématie blanche, la binarité occidentale nous fait croire. On est soit individuel, soit collectif.
On est soit noir, soit blanc, etc. Alors que il faut arriver à créer les deux. Parce qu'on est fondamentalement ces deux mouvements-là, quoi. Le jeu et le nous, perpétuel. Toi, tu ne souhaites pas personnifier et être l'emblème de ce courant de pensée. C'est pas toi, c'est pas la raison pour laquelle tu as écrit ce livre et c'est pas ce que tu vois dans ce livre. Bah, parce que la charge raciale, le terme, il vient de Mabula Soumaoro. La question, voilà, de la noirceur, de la noirité, c'est moi qui la porte, mais je trouve le terme noirité chez Mme Fatou Niang, des femmes noires. Je vais chercher auprès d'afro-pessimistes. En fait, ce serait faux de dire je suis la représentante de ce mouvement-là, parce que c'est pas le cas. Parce que je peux dire que je me fais la passerelle. C'est moins glam, mais je me fais la passerelle de la nécessité du psychopolitique. Parler des affects dans nos engagements. Déjà, je voulais juste dire déjà merci depuis le début, c'est juste incroyable. Et j'avais une question plutôt par rapport à ton ressenti, parce que j'avoue que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Moi, personnellement, en tant que femme noire et queer, j'ai l'impression du coup de devoir toujours être sur tous les fronts en permanence. Genre, chaque combat, je peux pas laisser passer une seule phrase et bah forcément, je m'épuise et beaucoup de personnes du coup autour de moi s'épuisent aussi. Et toi, avec tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a des moments où genre tu te dis genre stop, j'arrête. En fait, je suis un peu fatiguée d'être sur d'être sur tous les fronts. Et si jamais c'est le cas, quand tu décides peut-être de prendre des pauses, comment est-ce que tu le vis? Est-ce qu'il y a peut-être de la culpabilité ou genre est-ce que tu es en phase de dire genre en fait, j'ai pas à tout porter toute seule et c'est OK sur ça. Au tout début, donc c'était il y a 10 ans, j'arrive en France. Enfin non, un peu plus. En 2005, j'arrive en France. Mais il y a 10 ans, je comprends voilà, que mon vécu est traversé par des oppressions, etc. Et donc, je me lance, mais vraiment à corps perdu, dans plein de choses. Collage afroféministe, contre les violences policières, Moissy, La Canne, plein de collectifs, etc. En plus de mon travail de journaliste. Et puis je me rends compte, c'est pour ça que moi je parle du psychopolitique, je me rends compte que tant on ne parle pas de la manière dont nous, en tant qu'activistes, on gère le trauma, le conflit, les affects, les blessures intergénérationnelles, notre rapport aux autres, à l'autorité, au pouvoir. Bref, des choses dont on ne parle pas du tout parce qu'on n'a pas le temps politique de pouvoir nous organiser et pour que nos combats, nos collectifs soient pérennes. J'ai assisté à des naissances tonitruantes de collectifs et 2 ans plus tard, il n'y avait plus rien. Et en fait, au-delà même d'être sur tous les fronts, c'est de voir l'impuissance manifestée qui, moi, m'a épuisée. Me rendre compte mais pourquoi la communication, la manière de gérer les conflits, les dynamiques de pouvoir interne, d'agression sexuelle, de tout ça, comment on n'arrive pas à gérer ça? Qu'est-ce qui se passe qui fait que tout semble éphémère? Donc au final, il y avait ce sentiment-là pour moi d'impuissance. Et puis, je me suis plutôt rapprochée de personnes avec qui on avait un besoin vraiment de se nourrir aussi artistiquement. Et pas en faisant des choses extraordinaires d'artistes, etc. On a commencé à chanter dans une chorale afroféministe. Et ben, je peux te dire que l'horizon qu'on voyait là, l'horizon où on se disait on va en manifestation, on donne de la force, on chante avec des répertoires de musique noire. Et des fois, on est seulement entre nous et on chante et on se guérit. Parce que littéralement, le faire vibrer son corps, ça guérit le système nerveux, en tout cas ça l'apaise, etc. Et en collectif, ça nous a nourris pendant des années et ça nous a permis de tenir. Donc on n'a pas de sas. Parce que dans nos milieux, dans les collectifs, on ne nous apprend pas à lutter. On ne nous apprend pas, on reproduit seulement la manière très viriliste, c'est-à-dire d'être
tous les fronts, de crier partout, d'être du jeudi au dimanche, de donner, d'éduquer, même dans sa sphère intime. On nous apprend pas à séparer les choses et de ne pas culpabiliser parce que la lutte, elle va être longue. On le répète à chaque fois, mais j'ai l'impression on l'incarne pas dans notre propre corps. Fait en sorte qu'il y ait un moment ou en tout cas une section sur la politique des affects. Ça semble pompeux comme ça, politique des affects, on comprend pas trop, mais vraiment se questionner sur notre rapport à l'affect. Des afroféministes, je parle de Alice Walker, Bell Hooks aussi, on a parlé évidemment sur Afropos d'amour, des écrivaines aussi lesbiennes, sur ça veut dire quoi un corps qui lutte, un corps qui est opprimé, comment on réagit au trauma, comment on réagit à de la jalousie, dans des mots tabous. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'hiérarchie et qu'on vise le bien commun. Mais en fait, dans les faits, nous sommes humains, quoi, enfin, littéralement. Donc, et la question du corps est toujours oubliée parce que, en Occident, on considère que la raison, le mental, l'esprit prévaut par rapport au corps, aux affects, à ces choses qui sont gluantes et qu'on ne veut pas voir, quoi. On va garder un peu de temps pour les dédicaces, donc je vais te poser la question de clôture habituelle, qui est tu nous conseilles d'inviter qui au Female Gaze? Est-ce que tu as un coup de cœur? Ça, c'est les problèmes, ça. Tu peux en citer plusieurs aussi. Ouais, c'est autorisé. Et ça part. Donc, Sarah Mishkin, qui est une poétesse, qui a une langue de feu. J'adore, elle est tout le temps habitée par sa poésie. Je pense à Senabu Sonko, qui est en Italie, à la Villa Médici, mais qui, je pense, fera l'honneur de venir, si jamais vous l'invitez. Et pour une troisième personne, je pense à Lou Eve, dont j'aime beaucoup le travail, et je crois qu'il est sur un autre projet de roman aussi. Mais ouais, Lou Eve. J'ai entendu des oh oui dans le public, donc je pense que c'est validé. 1000 fois merci d'avoir passé la soirée. Je pense qu'on aurait pu rester encore 3 heures de plus, tellement c'est passionnant de t'écouter. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour votre attention.